Merci, bonjour à tous, merci de cette invitation. Donc effectivement, je suis le directeur de l'Institut des missions d'outre-mer sur place. Et on m'a demandé de parler des modes alternatifs de financement de l'entreprise. Je vais en parler effectivement, mais j'ai choisi de mettre ça un petit peu en perspective. Donc je crois que mon intervention va être complémentaire avec celle de Charline Tafani. Je vais d'abord présenter très rapidement les besoins de financement de l'entreprise, mais de manière très rapide, et ensuite regarder quels sont les leviers d'action en matière politique, en matière juridique. Moi, je ne suis pas juriste non plus, hein, je suis économiste. En matière de politique fiscale, etc., qui se posent aux politiques et aux législateurs pour essayer de rencontrer ces besoins. Je vais d'abord le faire en France, puis ensuite en regardant en Nouvelle-Calédonie quelles sont les spécificités, parce que, comme l'a dit l'intervenante précédente, beaucoup du droit financier en fait en Calédonie est directement inspiré ou même d'ailleurs directement appliqué du droit français, puisque c'est un domaine en partie régalien. Et puis je finirai par aborder quelques points de finances plus alternatives sur les TPE et sur le financement participatif. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est que les besoins de l'entreprise? Alors je dis en France, mais c'est partout en fait. Hein. Il y a trois grands types de besoins qui sont super classiques. Hein. C'est le financement de l'investissement qui se fait en général par crédit, mais aussi souvent par subvention. C'est le financement d'exploitation, donc le financement du fonds de roulement de l'entreprise, du cycle d'activité de l'entreprise, et c'est le financement des fonds propres, hein, donc soit un apport en capital ou participation ou titre si l'entreprise est une grande entreprise. Je suis très rapide là-dessus. Et si on prend le marché français, mais ça serait vrai pour tous les pays européens, et j'aurais tendance que ça serait vrai un peu partout dans le monde, quels sont les besoins spécifiques qui sont considérés en général comme insuffisamment couverts du point de vue des trois grands besoins que je viens de citer. Le premier, c'est la création d'entreprises et l'innovation. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, on en a parlé en introduction. Pourquoi la création d'entreprises est en général un besoin moins bien couvert que les autres? Parce que c'est le plus risqué, hein, donc c'est pas un oubli du politique ou du législateur, c'est bien parce qu'il y a un niveau de risque plus élevé dans la création d'entreprises et dans l'innovation que dans le cycle courant de l'entreprise ou dans l'investissement courant de l'entreprise, que c'est un besoin qui, en général, demande des mesures spécifiques pour être mieux couvert. Ensuite, il y a plutôt quelque chose qui est relativement nouveau, qui est ressorti notamment d'un rapport récent remis au ministre des Finances français, le financement des investissements immatériels. Donc tout ce qui est passage au digital, logiciel, etc., parce qu'il y a un problème de garantie matérielle qui est évidemment plus compliqué que celui des investissements matériels. Le financement des très petites entreprises et des entreprises individuelles, j'y reviendrai, hein, donc je ne développe pas pour l'instant, mais enfin ça aussi c'est un petit peu partout en Europe et dans le monde, je dirais qu'on constate que le financement des très petites entreprises est insuffisamment couvert par le système bancaire classique. Alors la définition française des très petites entreprises, c'est en dessous de 10 salariés. On l'applique aussi pour la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup plus, il y a une grande proportion d'entreprises individuelles dans ces très petites entreprises. Dans l'enquête qu'on nous a présentée en introduction, j'ai noté par exemple qu'il y avait 90% d'entreprises individuelles dans les répondants. Et puis, il y a un facteur qui est plutôt français, en tout cas qui est considéré comme étant plutôt français, c'est le déséquilibre entre financement par fonds propres et par dette, c'est-à-dire que les entreprises auraient trop peu de fonds propres et donc davantage de dettes dans leur structure de bilancielle de financement. Alors c'est un petit peu vrai par rapport aux autres comparaisons européennes, c'est-à-dire que c'est pas non plus une différence très importante de la France par rapport aux autres pays européens, mais c'est un petit peu vrai. C'est beaucoup plus vrai vis-à-vis des États-Unis quand la comparaison est faite avec ce pays-là où le financement par fonds propres est beaucoup plus développé qu'il l'est en France et en Europe en général. Ce qu'il faut retenir de cette première diapositive, c'est que le problème du financement des entreprises en France est un problème qualitatif et non pas quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a des besoins mal couverts, mais globalement, la distribution du crédit en France, quantitativement, est importante. La plupart des économistes trouvent qu'elle est trop importante. On est sur l'endettement privé actuellement en France à 130% du PIB.
Avant la crise de 2008, on était à 100% du PIB. Donc on est 30% plus élevé en endettement privé aujourd'hui qu'on était avant la crise de 2008. Et c'est vrai, alors c'est particulièrement vrai en France, mais c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde. Le niveau d'endettement privé des entreprises et des ménages, mais disons des entreprises puisque c'est notre sujet, est plus élevé, nettement plus élevé qu'avant la crise de 2008. Donc il n'y a pas de problème quantitatif du crédit aux entreprises. S'il y a des problèmes, c'est des problèmes de niche ou de problèmes, ce que j'appelle des problèmes qualitatifs, de segments, ce qui ne veut pas dire que c'est des problèmes mineurs, hein, mais c'est des problèmes de segments, ce n'est pas un problème global du crédit aux entreprises. Alors quels sont les politiques et le cadre juridique, hein, les leviers, je dirais, sur lesquels le politique et le législateur peut agir pour essayer de rencontrer au mieux possible les besoins de financement des entreprises. Ben, il y en a grosso modo 3, hein, et qui sont l'ensemble, comment dire, le premier problème que va se poser le politique et le législateur, c'est d'équilibrer entre libéralisation et régulation. Libéralisation parce que plus on libère le secteur financier, plus ça va créer des dynamismes d'activité, plus meilleure va être la rencontre entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont besoin pour entreprendre. Et régulation, pour des raisons évidentes, de prévention des risques, des crises financières, etc. Donc c'est cet équilibre à travers 3 domaines. D'abord, faciliter le crédit bancaire sans élever le niveau de risque. Ça, c'est essentiellement la politique monétaire et la politique prudentielle qui va s'occuper de ce secteur-là. Alors on est, je le dis très brièvement, mais dans une période extraordinaire de ce point de vue-là, où il y a une émission monétaire en Europe, ça a été vrai au Japon et aux États-Unis, massive. Et donc on est dans une politique monétaire extrêmement active en matière de facilitation du crédit bancaire et de production de liquidités. En même temps, il y a la politique prudentielle. La politique prudentielle, c'est celle qui définit les ratios dont parlait Charline Tafani, ratios de solvabilité et de liquidité en particulier, de dispersion des risques aussi. Et là, on est dans une phase, notamment suite à la crise de 2008, plutôt dans une phase de renforcement, je vais en dire un mot. Deuxième levier, orienter le financier bancaire vers les secteurs mal couverts, donc c'est ce dont je parlais, hein, et dont je vais reparler, les TPE, la création d'entreprises. Donc là, on est plutôt dans le domaine de la politique fiscale et des interventions publiques sous différentes formes. Je vais en parler aussi. Troisièmement, sécuriser sans pénaliser la finance hors banque. La finance hors banque, je vais en dire un mot, ce qu'on appelle parfois, mais je n'ai pas voulu employer des mots péjoratifs, la finance parallèle ou la finance de l'ombre. C'est la moitié des actifs du secteur financier dans le monde. C'est de la finance hors banque. C'est massif, c'est énorme, de plus en plus. Alors qu'est-ce que c'est que la finance hors banque ? C'est beaucoup les fonds, hein, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les fonds etc. Grosso modo, ça devrait être de la finance qui intervient pas sur le marché du crédit, mais en fait, la finance hors banque fait de plus en plus de crédit depuis longtemps. Par contre, la vraie limite, c'est que c'est de la finance en général qui ne prend pas les dépôts de la clientèle publique. Je reviendrai rapidement sur ce point. Alors, j'ai voulu mettre un peu les tendances actuelles du politique et du législateur pour bien montrer quels étaient le sens, en fait, de la réglementation, des réglementations qui étaient prises. Donc, première tendance, j'en ai déjà parlé, une politique monétaire accommodante, enfin, unique dans l'histoire de l'humanité, hein, puisqu'on n'avait jamais vu la production d'argent à taux négatif. Ce qui est encore le cas aujourd'hui dans la zone européenne. Donc une politique monétaire extrêmement accommodante pour faciliter le crédit, avec des taux d'intérêt historiquement, enfin, ils n'ont jamais été aussi bas, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, et puis des achats de titres massifs des banques centrales, de façon à consolider le bilan des banques et aussi à alléger les dettes des États. Deuxième tendance, le renforcement des exigences juridiques et en particulier celle de lutte anti-blanchiment, financement du terrorisme et des exigences prudentielles. Donc il est demandé plus aux banques en termes de connaissance du client, par exemple. Alors que la connaissance du client, c'est non seulement sa carte d'identité, etc., mais c'est aussi de juger de la cohérence de ses opérations financières. Donc la banque a la mission de juger de la cohérence de ce que fait un client. S'il amène des sommes très importantes sans justification, la banque a mission de s'en inquiéter et de signaler ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi une autre tendance, d'avoir des exigences prudentielles, donc sous l'effet du comité de Bâle
qui se renforcent et des exigences LabFT qui se renforcent aussi pour des raisons, je crois qu'il est facile de comprendre, mais qui sont des exigences réglementaires qui s'appliquent aux établissements bancaires et un peu moins aux établissements financiers. Troisième tendance, intervention publique en faveur des secteurs mal couverts. Alors en France, ce qu'on a vu principalement, c'est la création de la BPI qui est positionnée sur l'ensemble de ces secteurs, immatériel, création, PME et petites entreprises, et on le verra. On voit que la BPI couvre pas très bien les TPE, en tout cas c'est après quelques années d'exercice ce qu'on constate. Et il est proposé par l'État français à la BPI, à la Banque Postale, d'explorer le projet d'offre de crédit en ligne pour les TPE de la part de ces établissements. Politique fiscale qui est plus favorable aux investissements dans les fonds propres. Alors on peut citer quelques exemples. La suppression de l'impôt sur la fortune qui a été décidée par le président récemment, elle a été conservée pour l'immobilier et en fait supprimée pour les biens de titre. Donc c'est bien l'idée de faciliter l'investissement dans les fonds propres. Il y a des réductions d'impôts sur les investissements dans les fonds propres. Il y a des exonérations sous condition des droits de mutation. Et puis à étudier en ce moment en France la possibilité d'assurance vie qui soit moins liquide, parce qu'en fait les exigences de liquidité des assurances vie font qu'elles ne peuvent pas ou pas facilement investir dans les fonds propres des entreprises ou dans les titres des entreprises. Je vais rapidement sur ces points, on pourra en discuter ultérieurement si vous le souhaitez. Assouplissement du monopole bancaire. Donc historiquement, il y a un monopole, il n'y a que les banques qui ont le droit de faire du crédit. Là aussi, on est en train d'assouplir ce monopole, notamment avec l'autorisation dans la loi Macron des prêts inter-entreprises. Donc les entreprises ont le droit, à partir du moment où elles ont un lien dans leur activité, de se faire sous certaines conditions des crédits, en particulier des crédits d'exploitation. Enfin, régulation progressive des nouveaux acteurs, mais qui sont en fort développement, donc les fintech, la finance alternative dont je vais reparler. Alors parlons maintenant rapidement des besoins de financement de l'entreprise en Nouvelle-Calédonie. Donc sur le financement d'investissement, il faut remarquer qu'on a un système de subvention particulièrement développé en Nouvelle-Calédonie avec la défiscalisation ou les défiscalisations et puis les subventions directes. C'est à peu près 1 milliard de subventions aux entreprises des provinces chaque année, c'est en diminution, mais la défiscalisation, c'est des montants plus importants. Ensuite, on a des interventions publiques sur le financement d'investissement via la place du public dans le secteur bancaire. Alors, je n'ai pas mentionné la BCI, mais j'aurais dû, puisque la BCI est à 50% propriété du territoire. Il y a l'Agence française de développement, il y a un certain nombre de fonds de garantie qui sont des instruments publics qui sont faits pour notamment rencontrer les besoins d'investissement sur place. Dans l'ensemble, une étude récente qui a été faite par l'AFD, la CCI, le MEDEF, j'oublie quelques-uns des contributeurs parce qu'ils étaient nombreux, sur le financement des TPE-PME, constate que le besoin de financement d'investissement est couvert en Nouvelle-Calédonie et ne pose pas de problème particulier. Financement d'exploitation, qu'est-ce qu'il y a à préciser? D'abord, la faible présence de la BPI. La BPI est présente, mais sur un faible nombre de produits, et en fait, son développement est très lent. Et puis, on peut peut-être signaler un déséquilibre entre les découverts et les crédits de trésorerie. Les entreprises font, à mon sens, trop appel aux découverts pour gérer leur financement d'exploitation et moins aux crédits de trésorerie. Sur les fonds propres, est-ce qu'il y a un manque de fonds propres en Calédonie? C'est difficile à répondre parce que les entreprises métallurgiques, notamment, obscurcissent un peu les moyennes et elles ont eu des fonds propres qui ont fondu pendant la crise du nickel de façon tout à fait spectaculaire. Donc il est difficile d'interpréter les tendances, mais en 2012, où le dernier examen complet de la situation a été fait, c'était à peu près une situation comparable à la situation française. Toujours sur les fonds propres, on a un apport de fonds publics particulièrement développé par l'intermédiaire des SEM, notamment des SEM de développement provincial, mais pas de fonds de capital risque privé en Nouvelle-Calédonie. Je dirais en conclusion, même chose que pour la France, il n'y a pas de problème, les besoins spécifiques, en particulier la création d'entreprises et d'innovation et le financement des TPE qui apparaissent comme les deux besoins spécifiques insuffisamment couverts, les plus caractéristiques en Nouvelle-Calédonie. Et je dirais, en conclusion de cette diapositive, que comme en France, il n'y a pas vraiment de problème quantitatif de l'endettement des entreprises, mais un problème qualitatif sur les TPE et la création d'entreprises. En quantitatif, on est en financement des entreprises, financement bancaire des entreprises sur PIB, on est à des ratios comparables à la France.
Et en fait, ça ne prend pas en compte les entreprises du nickel. Si on ajoutait l'endettement des entreprises du nickel qui est fait à l'extérieur du territoire, on serait, évidemment c'est un peu particulier, mais enfin on serait à des taux d'endettement des entreprises sur le PIB qui seraient très considérables. Alors, je reprends les trois leviers avec un focus sur la Nouvelle-Calédonie, l'équilibre entre libéralisation et régulation. Bon, je vais pas parler, je vais sauter un peu ce paragraphe. Il y a une marge de manœuvre en politique monétaire sur la zone Pacifique, mais enfin elle est très faible par rapport à celle de la politique européenne. Donc on est dans cette période de financement de liquidité relativement favorable, mais de manière indirecte pour la Nouvelle-Calédonie. Deuxième levier, orienter le financement bancaire vers les secteurs mal couverts. Donc il y a des très fortes interventions publiques multiformes, investissements sous forme des SEM, mais aussi les fonds de garantie, la diversification économique, etc., avec des moyens qui ont tendance à se réduire, parce que les moyens des SEM et les moyens des provinces ont tendance à se réduire de manière très rapide, enfin très importante. Mais il y a eu vraiment des très fortes interventions. C'est quand même plusieurs centaines d'entreprises qui ont des fonds publics dans leur capital en Nouvelle-Calédonie. On a une politique fiscale aussi très développée avec la défiscalisation, avec des déductibilités, notamment sur les comptes courants d'associés. Et puis on a des projets en cours d'étude de fonds d'épargne et de banques postales. Donc une politique extrêmement active en Nouvelle-Calédonie, dont la seule question qu'on peut se poser est est-ce qu'elle est orientée vers les TPE, en particulier le financement des investissements. On a l'impression qu'il est plutôt orienté vers les PME, notamment via la défisc, que vers les TPE proprement parlé. Enfin, sécuriser sans pénaliser la finance hors banque. Il y a un soutien au secteur micro et mésofinance, j'en reparlerai. La loi Macron s'applique en Nouvelle-Calédonie, les prêts interentreprises sont possibles et un financement participatif qui est encore embryonnaire. Je fais un point sur le financement, je vais aller vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, sur le financement des TPE et des entreprises individuelles. Peut-être pour remarquer deux chiffres avec vous, je ne vais pas commenter tous ces graphiques qui sont issus d'une enquête que l'IOM et la CCI ont faite, qui est une enquête non statistique, c'est des pourcentages sur les entreprises qui ont répondu et non pas sur un échantillon représentatif. Bon, ça montre que pour la création d'entreprises, ça c'est le camembert en haut à gauche, il est très largement recouru aux fonds propres et secondairement au financement bancaire, et hors fonds propres et financement bancaire, c'est presque rien. On voit que c'est un peu la même chose pour le financement des investissements. Les fonds propres sont majoritaires, mais le financement bancaire reste très important. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette enquête ? Des besoins spécifiques insuffisamment couverts, donc toujours les mêmes, création d'entreprises et crédits de trésorerie en particulier pour les TPE et les UI. Insuffisance de la love money, c'est-à-dire la monnaie apportée par les proches dans les projets, donc c'est très faible en Nouvelle-Calédonie. On le constate, c'est un des vecteurs de la finance parallèle que de recourir à ses proches pour monter une entreprise. Il y a des déductibilités fiscales et des avantages fiscaux qui sont liés à ce type de financement. Une place plus importante à prendre pour la finance alternative sur ces créneaux, la microfinance, je vous ai montré, je vais quand même regarder le graphique avec vous. Hors banque et financement de fonds propres, on est à 3% des financements pour les TPE, c'est quand même très faible. Donc une finance alternative qui est très faible. Micro et mésofinance, donc qui a plusieurs outils en Nouvelle-Calédonie, l'ADI, l'initiative Nouvelle-Calédonie, l'ICAP, Soparil, qui apparaissent pleinement adaptés dans leur offre, qui sont des prêts d'honneur, des microcrédits, des participations, qui pourraient peut-être être plus importantes. Et l'étude que je citais tout à l'heure voyait un trou entre le maximum des crédits de l'ADI, qui est 1,2 million pour l'investissement, et 3 millions, qui est, je dirais, pas un minimum, pas un seuil, mais enfin qui est quand même le minimum auquel on peut intéresser les banquiers dans certains cas. Mobilisation insuffisante de certains outils, les fonds de garantie, BPI qui a des outils peu nombreux mais qui sont très peu mobilisés, en fait. Inexistence des prêts participatifs en Nouvelle-Calédonie. Donc prêts participatifs, c'est des prêts qui sont des quasi-fonds propres, en fait, qui sont indexés, dont le remboursement est indexé au résultat de l'entreprise. Ça serait un instrument, notamment pour les SEM provinciales, qui pourrait être utile.
Des offres de prêts en ligne sur le réseau trésorerie, sur le créneau trésorerie des TPE pourraient être éventuellement, comme c'est le cas en France, une voie à explorer. Je mets ça avec un point d'interrogation. Enfin, pour terminer, un point sur le financement participatif, ou qu'on appelle aussi le crowdfunding, qui est un sujet assez à la mode. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une place de marché virtuelle, donc une plateforme Internet qui met en contact direct un public qui veut investir et des entrepreneurs porteurs de projets. Alors ces plateformes peuvent être des plateformes de dons, des plateformes de prêts ou des plateformes d'apport en capital, c'est-à-dire financer, aller au capital de l'entreprise, prêter à l'entreprise ou donner à une entreprise. Ça concerne souvent des projets à valeur affective, donc économie sociale et solidaire ou projets environnementaux, artistiques. Ce qui fait que, par exemple, si on veut financer avec des projets calédoniens avec ces plateformes, on peut penser qu'il faudrait des plateformes calédoniennes, parce que là, cette valeur affective sur des plateformes internationales va rendre difficile que les investisseurs s'investissent dans des projets calédoniens qui vont peut-être leur paraître lointains. Donc, même si Internet n'a pas de frontières, les plateformes participatives qui existent peuvent être utilisées par des projets calédoniens. Cette proximité affective rend difficile que, en fait, les projets calédoniens bénéficient de l'intermédiation des plateformes qui existent au niveau français ou international. En France, ce financement participatif, c'est 336 millions d'euros en 2017, soit 0,01% du PIB. Donc vous voyez qu'on en parle beaucoup, mais enfin c'est quand même pas, encore une fois, quantitativement très important. Si on fait la règle de 3 en Nouvelle-Calédonie, ça serait autour de 120 millions de francs pacifiques. Voilà, c'est en forte croissance tout de même, 44% de croissance entre 2017 et 2016. Embryonnaire en Nouvelle-Calédonie. Donc un point sur le cadre légal, je ne vais peut-être pas tout détailler. Le logo que vous voyez en haut de la diapositive, c'est le logo des plateformes qui ont été enregistrées auprès des régulateurs et qui, je dirais, ont le cachet de la régulation française pour leur exercice. C'est évidemment les plateformes de financement participatif un secteur très à risque pour les investisseurs, qui espèrent peut-être des bénéfices, mais enfin il y a aussi les plateformes de dons où on prend... c'est sur l'effet social des projets qu'on parie ou environnemental. Et c'est un secteur qui est évidemment regardé de très près pour les questions de blanchiment et de financement du terrorisme, enfin en particulier de blanchiment. Donc ça nécessite une régulation, même si cette régulation est minimale. Elle nécessite un enregistrement à l'ORIAS, qui est le registre des intermédiaires financiers. Cet enregistrement est pas très exigeant, mais c'est quand même une procédure qu'il faut remplir. On peut s'enregistrer sous 2 statuts, intermédiaire en financement participatif pour les plateformes de dons ou conseiller en investissement participatif pour les plateformes de prêt. À ma connaissance, enfin j'ai regardé la semaine dernière, donc il n'y a pas de plateforme calédonienne qui soit enregistrée et qui est enregistrée à l'ORIAS et qui donc puisse bénéficier du label de régulation des autorités françaises. Alors les autorités françaises, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, l'ACPR. Grosso modo, l'ACPR contrôle tout ce qui est crédit, l'AMF tout ce qui est titre. Donc les plateformes de titres, c'est l'AMF, les plateformes de crédit, c'est l'ACPR. Il y a des limites, c'est quand même de la mésofinance sur ces plateformes. Il y a des limites quantitatives à ce qu'on peut réclamer et ce qu'on peut investir. Il y a des facilités réglementaires et juridiques récentes qui montrent que l'État a plutôt tendance à favoriser l'accompagnement de ces plateformes. Notamment, la loi Macron a aussi instauré un instrument qui s'appelle le mini-bon, qui est une sorte d'obligation simplifiée pour les entreprises, pour que les entreprises empruntent via les plateformes de financement participatif. Voilà, donc encore une fois un secteur à construire en Nouvelle-Calédonie qui pour l'instant n'a pas de. Alors est-ce qu'il y a une offre, et je terminerai là-dessus, est-ce qu'il y a une offre de projets innovants en Nouvelle-Calédonie non satisfaite et qui est de nature à rencontrer un petit peu la culture de financement participatif? C'est une question que je laisse à l'assistante et que j'utilise en guise de conclusion. Je vous remercie.